toutes et à tous. Bienvenue sur LMT 25 ans, le podcast pour raconter l'histoire de Laval Mayenne Technopole. Cette association, que nous appelons également par son acronyme LMT, accompagne et développe le territoire de la Mayenne grâce à l'innovation. Je suis Céline Goury, en charge de la communication chez LMT. Avec ce podcast, nous souhaitons proposer chaque semaine de 2021 un morceau de l'histoire de LMT raconté au travers des conversations avec des membres de l'association, de l'équipe salariée, des partenaires ou encore des entreprises accompagnées qui ont participé à cette aventure collective. Après le premier président de Laval Mayenne Technopole, c'est Monsieur Guy Lebras, le premier directeur de LMT que j'ai interviewé. Guy Lebras a été présent dès la réflexion de créer une technopole, car il était en 1995 aux côtés du maire de Laval, M. François Daubert, en tant que directeur de cabinet. Ainsi, vous découvrirez comment il a débuté en 1997. Guy Lebras nous raconte alors comment est née cette idée de créer une technopole, pourquoi des pôles de compétences ont été choisis et lesquels. De plus, vous saurez pourquoi nous disons une technopole, comment son réseau international s'est étoffé, et c'est aussi le témoignage des débuts d'Internet et de comment cela se passait dans la pépinière avec les premières entreprises. Mais je ne vous en dévoile pas plus et je vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Guy Lebras. Bonjour. Je suis ravie que vous ayez pu répondre favorablement à l'invitation et partager avec nous les débuts de l'aventure de Laval Mayenne Technopole, qui est présent lors de la réflexion de créer une technopole en Mayenne et après sur le terrain en 1996, justement le 1er août 1997, pour lancer Laval Mayenne Technopole. Très rapidement, est-ce que vous pouvez vous présenter quel a été votre parcours professionnel en Mayenne et ensuite quel a été votre rôle lors de la création de la technopole ? Merci Céline. Alors je me présente, effectivement, je m'appelle Guy Lebras et je suis ingénieur civil des mines. J'ai fait tout le début de ma carrière dans le monde des transports publics, d'abord chez un constructeur de véhicules, ensuite chez un opérateur. Et 1er juillet 1995, je suis arrivé à Laval pour devenir le directeur de cabinet de François Daubert, qui venait tout juste d'être élu un mois auparavant maire de Laval. J'ai rencontré François Daubert grâce à un ami commun qui s'appelle Dominique Bussereau, qui est un homme politique assez connu, avec lequel j'ai travaillé de nombreuses années et qui est un ami de 30 ans. François Daubert, quand je suis arrivé à Laval, était secrétaire d'État au budget. Il était très préoccupé par le développement de la ville de Laval et de l'agglomération. Il avait déjà eu l'occasion, si je puis dire, de s'intéresser beaucoup à l'enseignement supérieur, puisqu'il était auparavant vice-président à l'enseignement supérieur de la région des Pays de la Loire sous la présidence d'Olivier Guichard. Et c'est dans ce cadre qu'il avait fait venir une école d'ingénieurs qu'on connaît bien maintenant, qui s'appelle l'ESIEA, qui a créé ici son centre pour l'ouest de la France. Il avait beaucoup travaillé avec un garçon qui s'appelle Emmanuel Maigret et qui était à l'époque chargé de mission pour l'enseignement supérieur sur ce projet. Alors, quand j'arrive à Laval en 1995, François Daubert me dit il faut qu'on réfléchisse à la manière de dynamiser l'enseignement supérieur, la recherche dans ce territoire. Mais il se trouve que très rapidement, dès 1996, François Daubert est nommé ministre de la Recherche. Et donc, dans ce cadre-là, il fait réfléchir son cabinet, et notamment une personne qui s'appelle Pierre Lahoche, sur les idées que l'on pourrait avoir pour développer, si je puis dire, la dynamique enseignement supérieur recherche ici sur le pays de Laval. Donc, cette réflexion a été menée. Elle a été menée d'ailleurs en parallèle avec une démarche de détermination des pôles de compétences, qui sont les pôles de compétences, si je puis dire, déjà existants dans le département de la Mayenne. Et on avait fait ça avec un consultant qui s'appelle Thierry Bruat. Et cette démarche de pôle de compétences avait d'ailleurs abouti à la création, quelques mois avant la Technopole, du Centre lavallois de ressources technologiques Clarté, et dirigé dès le départ par Jean-Louis Dautin. Et en fait, on avait identifié avec Thierry Bruat 3 pôles de compétences. Un qui concerne évidemment
l'activité traditionnelle du département de la Mayenne autour de l'agroalimentaire, donc c'était la sécurité alimentaire. Un autre qui concerne le fait qu'il y a une grosse industrie mécanique, automobile dans le département, enfin liée à l'automobile. Et donc là, on avait ciblé quelque chose d'assez étroit, mais dans lequel on avait la possibilité. L'idée, c'était d'avoir des pôles assez spécifiques de manière à ne pas être, je dirais, sur les plates-bandes de très grandes agglomérations où là, on n'aurait pas pu lutter à armes égales. Et donc, on avait choisi la compatibilité électromagnétique. On avait travaillé ça avec des chercheurs d'ailleurs de l'ONERA. Et puis un troisième pôle qui était lié aux technologies de l'information du fait de la présence de l'ESIEA. Muni de ces trois pôles, on s'est dit comment on va structurer la démarche. Et on va la structurer en faisant une technopole. Technopole, d'ailleurs, de ce point de vue-là, l'orthographe et la sémantique est importante. On écrit technopole sans accent circonflexe sur le O. C'est donc pas un technopôle, c'est une technopole parce que c'est une démarche d'agglomération. Certes, on a assez rapidement centré, si je puis dire, les équipements et les bâtiments sur la zone universitaire et tertiaire de Laval-Changé, c'est-à-dire la zone où nous sommes aujourd'hui pour réaliser cette interview. Mais au départ, c'est quand même une démarche d'agglomération. On voulait associer toutes les entreprises, tous les élus, la population. Il y avait toujours cette idée, si je puis dire, que d'ailleurs on a beaucoup développé après dans l'aval virtuel, d'associer le grand public, la recherche, l'enseignement supérieur recherche et l'industrie. De ce point de vue-là, très rapidement est venue sur la table l'idée de créer une technopole. Celle-ci a été effectivement créée en 1996. Quelques mois après, pour tout un tas de raisons et notamment d'intérêt personnel, j'ai proposé à François Daubert, qui n'était plus ministre à ce moment-là, en 97, de devenir le premier directeur de cette technopole. Et j'ai été remplacé dans mon poste de directeur de cabinet par Yannick Favennec, qui aujourd'hui est député du Nord-Mayenne. Et j'ai pris mon poste tout seul dans un petit bureau de la communauté de communes du Pays de Laval, la CCPL, comme on l'appelait à l'époque, rue du Vieux-Saint-Louis. Assez rapidement, on s'est dit, qu'est-ce que c'est qu'une technopole? C'est bien évidemment des pôles de compétences, mais il faut les animer. L'idée, c'est d'accueillir des créateurs d'entreprises, de les accompagner, et des créateurs de start-up. Assez rapidement, on s'est dit, il nous faut un bâtiment pour accueillir tout ce beau monde. Et à ce moment-là, on a lancé un appel à concours d'idées pour le bâtiment de la Technopole. Alors ce bâtiment d'ailleurs à l'origine était un bâtiment assez innovant puisqu'il utilisait en fait une technologie qui s'appelle l'architectural bus, qui a été créée par un architecte qui s'appelle Jean-Louis Ball et qui permettait d'avoir une grande flexibilité, si je puis dire. Vous pouvez bouger les cloisons, vous pouvez faire varier les équipements à l'intérieur de ce bâtiment. Et ce bâtiment a été pris assez rapidement. Et je crois me souvenir que c'était un peu un poisson d'avril, mais j'en avais pris la possession le 1er avril 1998. Et assez rapidement, j'ai embauché une assistante et nous sommes arrivés tous les deux dans ce bâtiment, tout seuls, dans lequel il y avait finalement trois structures qui étaient finalement prévues à l'origine. Un laboratoire pour le développement de la biologie moléculaire qui était issu de l'ACEPT, qui était un laboratoire de sécurité alimentaire qui a très longtemps été sur la zone ici universitaire, sur la zone de la Technopole, et un centre local de l'Institut national de la propriété industrielle qui finalement était le lieu sur lequel on avait toutes les ressources de l'INPI, en tout cas pour la région des Pays de la Loire. Et in fine, on a aussi développé, c'est le bâtiment qui est juste derrière, un atelier qui a servi longtemps pour le CERPEM, le Centre d'études et de ressources de protection électromagnétique. C'est un équipement dans lequel il y avait une chambre anéchoïque, enfin il y avait un certain nombre d'équipements pour développer des services à destination des entreprises plutôt issues du secteur de l'industrie automobile. Voilà l'origine dès le départ. Et notre idée avec la Technopole a vraiment été de développer quelque chose qui permette à des jeunes créateurs d'entreprises, ou des moins jeunes créateurs d'entreprises, de s'installer et d'avoir finalement toutes les ressources mutualisées utiles pour développer leur entreprise sans qu'ils aient à se soucier de ces équipements par eux-mêmes. Et donc de ce point de vue-là, on a apporté un véritable service plus. Dès le départ, la Technopole a été présidée par Jean Éaumé
Et on a démarré comme ça et on s'est mis à la recherche des projets. D'accord. Et comment ça se passait alors justement, la recherche de projets, l'implantation des entreprises, start-up? Parce que là, finalement, c'était une pépinière. Oui. C'est devenu, c'était l'objectif que ce soit une pépinière. Comment ça se passait? Quelles ont été les entreprises au départ? Au départ, nous avons eu un spectre assez large d'entreprises puisque nous avions la petite entreprise issue de l'ACEPT pour faire de la biologie moléculaire. Nous avions aussi une entreprise d'informatique qui s'appelait Alitech à l'époque, qui est devenue ensuite, je crois, All4Tech. Donc ça, c'était des initiatives qui venaient de créateurs locaux, etc. On s'est aussi assez rapidement intéressé à faire venir des entrepreneurs de l'extérieur. Et là, je dois dire que, évidemment, l'action de François Daubert, qui, comme ministre, rencontrait beaucoup de monde, a été tout à fait déterminante. D'accord. Et comment la Technopole s'est créée un réseau? Alors, il y a quelque chose de très original que nous avons démarré pour ce qui est de Laval Mayenne Technopole, c'est ce lien international très rapidement avec les Japonais. On avait aussi développé un lien avec une autre technopole qui porte quasiment le même nom que nous, qui est Laval Technopole au Québec. Dès le départ, Laval Technopole Québec, ils nous regardaient un petit peu de haut en disant oh là, Laval c'est une petite ville, nous on est une grande ville, etc. Et ils m'avaient d'ailleurs demandé est-ce qu'on ne s'appelle pas exactement comme eux, parce que ils voulaient pas qu'il y ait de confusion. Donc le tout premier nom de la Technopole, c'était pas Laval Mayenne Technopole, c'était Laval Technopole France. Voilà. Assez rapidement, en discutant avec Jean Arthuis, avec le conseil général à l'époque, maintenant conseil départemental, on s'est dit, mais en fait, la démarche technopolitaine, c'est une démarche pour la Pays de Laval, mais c'est une démarche pour toute la Mayenne. Et c'est comme ça que nous avons finalement bifurqué et que très rapidement, dès 1998, nous nous sommes appelés Laval Mayenne Technopole, ce qui permettait en plus de faire la différenciation avec la Technopole de Laval au Québec. Nous avons fait des missions au Québec. J'ai eu un chargé de mission qui a été volontaire du service national à Laval Technopole Québec, mais on n'a jamais véritablement réussi à développer des relations parce que je pense que les deux agglomérations étaient de taille trop différentes et en tout cas avec des axes de développement trop divergents. Mais c'est quand même intéressant de savoir d'où vient le nom de Laval Mayenne Technopole. Et justement, comme vous disiez, donc Laval reste quand même un territoire petit, si on compare avec le Québec, mais même en France, c'était dans les toutes premières, tous les tout Alors, premiers on n'était territoires. pas. La première technopole en France a été créée à Sophia Antipolis par Pierre Lafitte, qui était le directeur. Il était à la fois directeur de l'école des mines de Paris et il était élu local d'origine d'ailleurs de Sophia Antipolis, près de Nice. Et il a développé ce concept de technopole qui est de dire on rassemble des chercheurs, des entreprises, des instituts d'enseignement supérieur au même endroit. On ne met pas de machine à café dans les entreprises, mais on met un équipement central où les gens vont venir se rencontrer, faire du brainstorming, parler ensemble, être ensemble pour développer leur projet. Et ça, Pierre Lafitte l'a énormément développé effectivement à Sophia Antipolis. Et très rapidement, nous avons cherché à développer d'autres technopoles dans le pays. Enfin, quand je dis nous, c'est les personnes qui sont dans le développement technopolitain. Et des technopoles sont nés un peu partout. Bordeaux Unitech à Bordeaux, Atlampol à Nantes, Rennes Atalante à Rennes, etc. Les technopoles dans les villes moyennes, c'est venu plus tard avec Laval, Troyes. Il y avait tout un réseau, si je puis dire, qui s'est créé et qui s'est appelé d'ailleurs France Technopole à l'époque. Et ensuite, France Technopole Entreprise Innovation, FTEI, et puis enfin, RETIS, le réseau des technologies et de l'innovation. J'ai été moi-même administrateur de France Technopole. Et donc, je suis allé labelliser des technopoles. Je me souviens de belles aventures, par exemple, avec Savoie Technolac, près d'Aix-les-Bains. J'ai vraiment beaucoup apprécié pouvoir me rendre compte de ce qui se passait sur les territoires un peu partout. Et France Technopole était elle-même membre d'un réseau international qui s'appelle l'IASP, l'International Association of Science Park, puisque au niveau international, l'appellation en quelque sorte labellisée de Technopole, c'est Science Park, donc les parcs scientifiques. Et là, je suis moi-même devenu pendant 2 ans
administrateur de l'IASP, qui est une structure qui regroupe toutes les technopoles au niveau mondial et qui est basée à Malaga, en Espagne. Et Laval Mayenne Technopole, dès le départ, est rentré dans ce réseau. On est rentré dans ce réseau dès le départ et c'était très important pour nous de faire, je dirais, de l'échange d'expériences, du benchmarking en quelque sorte, de voir un peu ce qui se faisait de mieux ailleurs et de pouvoir nous-mêmes profiter, si je puis dire, de l'expérience des autres. Est-ce qu'il y avait une anecdote méconnue liée à la création de la Technopole? Moi, je peux raconter une petite anecdote tout à fait méconnue. C'est qu'au tout début, on a cherché évidemment à fournir un certain nombre de services aux entreprises qui s'installaient à la Technopole. Et notamment, nous avons voulu mettre en place une architecture réseau à l'intérieur du bâtiment reliée à Internet. Mais ce qui paraît simple et très facile à faire aujourd'hui en 2020, l'était beaucoup moins en 1998. De ce point de vue-là, les systèmes de messagerie de type Microsoft, Exchange et tout ça, ça parlait pas vraiment avec Internet à l'époque. Donc, du coup, il fallait développer des petits outils, il fallait avoir il fallait bricoler. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était moi qui m'y mettais. Je passais parfois des nuits entières à essayer de régler des problèmes de réseau dans la petite salle de réseau qui était ici au premier étage. Et je me rappelle avoir installé un petit logiciel qui était un connecteur qui permettait de faire en sorte que Exchange Server parle avec Internet. Et ça fonctionnait pas. Donc, je recherche un peu quel est le créateur de ce logiciel et je prends mon téléphone et j'appelle le créateur de la boîte qui avait créé ce logiciel qui était basée à Miami, en Floride. J'appelle aux États-Unis. Et dès que je commence à parler en anglais, on voit tout de suite que je suis français. Donc, on me dit "Are you French? Wait a minute." Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est au téléphone et qui me parle en français, comme vous et moi. Et c'était le créateur de la boîte et c'était un Français en fait installé à Miami. On a fait la mise au point en fait de son produit en direct. Ça finit par marcher et on a pu connecter toutes les entreprises qui étaient ici avec un système de messagerie qui permettait d'avoir les emails de manière centralisée et qu'ils puissent les récupérer sur leur PC ici. Bon, évidemment, tout ça est devenu très vite obsolète, ça a été complètement transformé, mais il n'empêche que c'est une petite anecdote qui rappelle qu'au tout début, ici, on changeait les ampoules, on réparait les portes, on faisait de l'informatique, on faisait tout nous-mêmes. Et de ce point de vue-là, ça a été quelque chose d'extrêmement formateur parce que ça nous a permis vraiment de développer des compétences d'accompagnement, y compris dans les aspects les plus matériels des choses. Pour vous, c'est quoi l'innovation? Pour moi, c'est un état d'esprit qui est bien résumé dans une phrase de Mark Twain que nous avions un peu comme devise à la Technopole et à Laval Virtual, enfin qui n'était pas une devise publique, c'était pas mis sur la place publique, mais que j'ai toujours partagé avec mes collaborateurs et avec les entreprises qui étaient là. C'est une phrase de Mark Twain qui disait « Ils ne savaient pas que c'était impossible, ils l'ont fait ». En fait, quand on a créé la Technopole, tout le monde nous a dit vous allez vous planter, qu'est-ce que vous allez faire une Technopole à Laval, en plus avec la réalité virtuelle, etc. Mais c'est du n'importe quoi. Je me rappelle que même Thierry Bruat, au début, qui était notre consultant pour les pôles de compétences, il n'y croyait pas. Il dit les pôles de compétences qui sont nés ex nihilo, ça n'existe pas. Bon, on lui a démontré que c'était impossible et qu'on l'a quand même fait, que ça s'est développé à Laval. On a eu des startups qui sont venues de Paris, on a eu vraiment des belles réussites. Je pense à Tenaxia, à Bayesia, qui se sont développés dans cet état d'esprit d'innovation. On est tous partis sur des idées que on avait une tâche immense, que c'était très compliqué, que c'était presque impossible, mais on s'est dit, on y va, on fonce, on avance. Pour moi, c'est ça l'innovation, c'est un état d'esprit, de se dire, on ne se laisse pas bloquer par les difficultés, on y va et on voit ce que ça donne. Et puis, je rajouterais quelque chose qui n'est pas très fréquent dans la manière de voir des Français, mais qui est très important, qui est symbolisé par cette phrase de Nelson Mandela, je n'échoue pas, j'apprends. En fait, l'idée, c'est de dire aux gens, oui, vous démarrez un projet, mais peut-être que ce projet ne va rien donner, mais vous allez apprendre de ce projet et ça va peut-être vous permettre de rebondir, de vous retrouver sur quelque chose qui correspondra plus à ce que vous savez faire au marché, etc., etc. Et donc, cet état d'esprit autour de l'innovation, avancer et de se dire que de toute façon, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages, et avancer même si on croit qu'au départ c'est impossible, pour moi, c'est ça le véritable esprit d'innovation. Et c'est en tout cas l'état d'esprit que nous avons cherché à développer à Laval Mayenne Technopole.
Merci Monsieur Guy Lebras pour ce retour sur les débuts de la mise en place de Laval Mayenne Technopole. En effet, en 1996, d'autres technopoles étaient déjà présentes en France, dans les grandes villes et les villes moyennes comme Laval, et il fallait pouvoir exister. C'est pour cette raison que les pôles de compétences ont été choisis, en lien avec le tissu d'entreprises existant sur le territoire, mais également trouver une différenciation, et c'est la réalité virtuelle qui à l'époque était novatrice. De même, l'appellation Une Technopole est importante, puisque c'est une démarche d'agglomération pour lier à la fois les entreprises, l'enseignement supérieur et la recherche. Car l'un des rôles importants de LMT, c'est bien la mise en relation pour innover et réussir. Au-delà de la mise en réseau en Mayenne, c'est aussi en France à travers le réseau des technopoles et incubateurs RETIS, et aussi à l'international au travers de partenariats. Et aujourd'hui, le lien de LMT à l'international se fait davantage par son implication dans les projets européens, et cela nous aurons l'occasion de l'aborder dans d'autres épisodes. Et comme vous l'avez entendu, Guy Lebras a évoqué la réalité virtuelle et la Laval virtuelle. En effet, donc dans les premières années, c'est la Technopole qui s'en occupait, et donc nous retrouverons Guy Lebras pour un épisode dédié au début de la réalité virtuelle à Laval. Et ce ne sera pas la semaine prochaine, car lundi prochain, pour continuer la genèse de la création de Laval Mayenne Technopole, je recevrai Monsieur François Daubert. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, vous pouvez inscrire votre email sur lmt25ans.substack.com. En fait, c'est un lien à retrouver sur le site laval-technopole.fr. Vous recevrez ainsi un email tous les lundis à 17h. Ces podcasts sont disponibles sur vos plateformes de podcasts préférées ou bien sur la chaîne YouTube Innover et Réussir. Alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Enfin, si vous avez des questions à poser à nos invités, je m'en ferai un plaisir de les relayer. Pour le faire, c'est très simple, vous allez sur laval-technopole.fr où vous retrouverez la rubrique podcast 25 ans. Et puis, si vous avez envie d'échanger, de faire vos retours, allez-y. Allez, à très bientôt sur les ondes de l'innovation mayonnaise.